porter quel numéro? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de remercier le peuple malien, profiter aussi pour m'incliner les morts militaires et civils, les blessés, les déplacés liés à cette guerre qui nous a imposée, aussi prier pour la paix, la concorde et le vivre ensemble. Okay. Alors, le numéro, c'est le numéro de tous les Maliens. Okay. La réussite de cette transition. Je pense que tous les Maliens veulent aujourd'hui qu'on en finisse avec cette transition et qui aujourd'hui devient un problème pour tout le monde parce qu'elle ne sait plus où aller. Ok. Donc pour vous, ce numéro, il convient à quel numéro? Est-ce la défense ou l'offensive? Non, je préfère le juste milieu. Okay. Vous savez, le pays appartient à tous. Chacun doit jouer sa partition. Oui. C'est comme l'État est un corps. Et donc, à ce titre, je pense que les hommes politiques doivent animer l'espace politique oui. pour le meilleur. Et aujourd'hui, force est de reconnaître oui. que les hommes politiques sont vilipendés pour des raisons que nous savons tous, mais il faut relever les défis. Ok, il faut relever les défis. Je voudrais aussi envie de vous poser cette question avant de continuer. On sait que vous aimez le lait. Est-ce que vous avez pris du lait ce soir avant de venir sur ce plateau? Permettez-moi de dire que je me suis beaucoup parfumé avec le parfum français parce que j'avais fait un tour à Paris avant d'aller en Arabie Saoudite. Un parfum, ça vient de France, c'est le parfum français. Bien sûr, j'aime bien la France, donc je pense que peut-être au retour, je me donnerai le plaisir de prendre du lait. D'accord, Issa Kaoudjima, un long silence, vous avez observé un long silence. Ils sont nombreux les Maliens qui demandaient vos nouvelles. Où était donc passé Issa Kaoudjima? C'est une bonne question. Je pense que cette question, elle est simple à répondre. Vous savez, souvent le silence aussi, c'est une forme d'expression. Quand on a l'impression qu'on est mal compris, il faut avoir l'humilité et aussi cette capacité de se retenir, permettre à l'opinion de mieux comprendre et pour s'en approprier les véritables enjeux, parce que je pense que ce silence a permis de comprendre les véritables problèmes qui est posé, les vrais défis qui est posé à notre nation, comme vous l'avez dit, à notre démocratie qui est en danger. Oui. Est-ce que pour vous, ce soir, c'est le moment de parler? Vous avez décidé de parler? Nous n'avons... Parce que pour vous, parce que vous avez dit qu'à un moment, vous avez été incompris. Est-ce que ce soir, pour vous, vous allez donner des raisons pour qu'on puisse peut-être comprendre votre démarche? Vous savez, on ne demande pas être compris de tous, sinon on ne jouerait pas le rôle de leader. Mais souvent, on est mal compris, souvent on n'est pas compris, mais souvent aussi, on se rend compte que, on ne l'avait pas compris. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de récupérer l'opinion malienne. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens sont entre le doute et le désespoir. On était entre l'espoir et le doute, mais aujourd'hui, on est entre le doute et le désespoir. Donc, à ce moment précis, il faut que les forces républicaines vraiment jouent leur partition pour qu'on instaure la démocratie et que l'armée retourne à sa mission régalienne qui est la défense du territoire et la protection des personnes et leurs biens et laisser la gestion politique aux institutions démocratiquement élues pour parler en toute légitimité au nom du peuple malien parce qu'il faut éviter qu'on s'installe dans une dictature militaire qui ne dit pas son nom. Oui, Issa Kaoudjima, de votre silence, vous avez observé, certainement que vous avez beaucoup observé. Qu'est-ce que vous avez constaté de votre temps de repos, je ne dis pas un repos forcé, mais de ce long silence? En partie forcé, parce que vous savez, à un moment donné, on a tellement utilisé l'opinion qu'on était considéré à tort comme étant des sipots, des expressions que je vais vous épargner. Mais je pense que le vrai défi des Maliens aujourd'hui, c'est comment ramener la sécurité. C'est comment protéger les personnes et leurs biens. C'est comment créer des conditions pour que les opérateurs économiques puissent avoir les moyens de commercer. C'est pour aider la jeunesse aussi à trouver de l'emploi. Mais c'est aussi surtout recouvrer notre rôle d'antan, une diplomatie forte, une diplomatie qui permet au Mali de lever des fonds, une diplomatie qui permet aux Maliens vraiment d'aller de l'avant et d'avoir un pays émergent. Mais ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui qui est vraiment
difficile pour Oui, tout le monde. vous avez dit qu'on est aujourd'hui du doute, on est allé du doute au désespoir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Issa? Est-ce que c'est votre intime conviction aujourd'hui? C'est tous les Maliens, sauf que les gens ont peur de parler. Et aujourd'hui, faisons le constat, parce que, vous savez, comme on dit en politique, c'est pas autre chose, hein? Ce qui est pas possible, le rendre possible. Qu'est-ce que les Maliens voulaient? Nous sommes sortis face à un régime, c'est vrai, paix à son âme, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Oui. Il y avait une sorte de difficulté qui était liée à l'exercice du pouvoir. Il y avait la mauvaise gouvernance, il y avait l'insécurité. Et comme si cela ne suffisait pas, les élections législatives ont montré que le dernier rempart, qui est le pouvoir judiciaire, devrait mettre les citoyens à leurs droits. Et tel n'a pas été le cas. Oui. Je pense que cela a été la situation qui a mené la majorité des Maliens à comprendre que la lutte du M5 était légitime en demandant à Ibrahim Boubacar Keïta de démissionner comme la Constitution le permet. Et malheureusement, il y a eu des dérapages, je ne vais pas revenir sur ça. Et nous-mêmes, nous avons pris des positions, nous n'avons pas regretté, mais on doit avoir l'humilité, la décence de reconnaître qu'on s'est trompé. Vous êtes trompé, ce soir vous assumez votre part de responsabilité. Mais c'est ça, être grand. Oui. De bonne foi, on a créé... Trompé d'avoir déposé Ibeka, d'avoir demandé... nous, on n'était pas parti pour déposer Ibeka. Oui, vous avez demandé sa démission. Sa démission, Oui. qui est légale. Oui. Et maintenant, il y a eu... Est-ce que vous regrettez le coup d'État? Non, moi, je n'ai pas appelé. Ce qui s'est passé, Oui, c'était pas un coup d'État. Ok. La première version n'était pas un coup d'État. Oui. C'était une sorte d'insurrection du peuple malien. Oui. Et les militaires sont venus, le CNSP, moi je l'appelle CNSP, Oui. ils sont venus, ils ont dit qu'ils sont venus parachever la lutte du peuple. Donc, est-ce que c'est le peuple qui est légitime ou le pouvoir? Parce que la légitimité du pouvoir, il le tient du peuple. Okay. Donc, si ils me disent qu'ils sont venus parachever la lutte du peuple, alors la lutte du peuple était connue. C'était tout simplement mettre fin à la mauvaise gouvernance et faire en sorte que la Constitution soit respectée et les détournements massifs aussi, ceux qui en étaient coupables de rendre compte. Je pense que ce n'était pas vraiment pour poutiniser notre pays. Poutiniser notre pays, vous faites référence à Poutine, hein? Donc qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui on est en train de poutiniser? Je reprends votre expression, le pays. Mais vous savez, on ne jure que par ça. Vous savez que c'est trop facile de charger, de trouver des boucs émissaires pour essayer de distraire le peuple laborieux. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on avait dit, que voilà, il suffisait seulement de changer de paradigme, de changer de narrative pour que le Mali rentre, en tout cas, comme on le dit, vraiment dans... Oui. D'accord. Issa Kaouyema, vous et votre mentor, l'autorité morale du M5 RFP, l'imam Mahmoud Dicko, vous étiez les acteurs, vous étiez en première ligne pour le changement, mais aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas les grands perdants de ce changement que vous avez demandé et au niveau du boulevard de l'Indépendance? Non, c'est les raccourcis de l'histoire. Je pense qu'il faut que, pour l'histoire, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il faut reconnaître que la lutte était certes hétéroclite, mais souvenez-vous qu'avant qu'on crée même le M5, il y a eu aussi des prémices. Il y a eu les syndicats des magistrats qui ont fait des grèves ici, il y a eu les corporations comme l'article 39 des enseignants, malheureusement, qui est toujours dans une situation difficile. Il y a eu les syndicats aussi de la santé. Donc bref, le corps social était en difficulté. Et quand il y a eu aussi les élections mal organisées des législatives, il faut reconnaître qu'avant même de parler, comme vous l'avez dit, l'imam Dicko, il y avait aussi EMK qui était sorti pour demander la 4e République avec Chamor Sissoko. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire. Il y avait le FSD qui parlait déjà, qui avait son manifeste de mauvaise gouvernance. Et rappelez-vous que c'était l'opposition légale. Donc fédérer toute cette synergie, il faut reconnaître, l'imam Dicko, cela n'était pas possible. Donc c'était vraiment l'homme qui rassemblait et pour faire aboutir cette revendication légitime du peuple malien. Maintenant, il faut reconnaître que, comme on a dit, le CNSP a eu l'intelligence, en tout cas politique, en tout cas, comme disait Gbagbo à Gueye, tout le monde a été ouvlé dans la farine.
Vous avez été roulé dans la farine. Tout le monde a été Mais roulé est-ce que dans ce la n'est farine. pas avec votre bénédiction, Issa Kaoudjim, vous-même, vous étiez quand même, on peut même dire à un moment donné, le porte-parole de cette transition. C'est vous qui dites qu'il y avait un moment sorti des slogans, le patriote Assimi Goïta, le stratège, l'imperturbable. Hein? Tout ça, c'est C'est ce vous. que j'ai dit, je me suis trompé. Oui. Et vous le regrettez? Je ne le regrette pas, mais je reconnais que je me suis trompé parce que... De bonne foi. De bonne foi, bien sûr. De bonne Parce foi. que pour nous, le constat est simple. Hein. Ce que nous avons dit, on était des politiques hétéroclites. Oui. Et l'armée étant la colonne vertébrale, le corps le mieux organisé, qui est venu parachever, pouvait jouer le rôle d'arbitre. Okay. Parce que les mots étaient connus. Oui. Il s'agissait tout simplement de créer les conditions pour reconquérir notre dignité, notre souveraineté et lutter contre les groupes hors la loi et créer les conditions pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Et ce qui manquait à cette gestion, c'était aussi l'impunité. Donc les militaires qui étaient venus parachever, en tout cas ceux qui se sont affichés au sein du CNSP, j'ai eu à comprendre très rapidement et qui pouvait, et ça je n'ai pas regretté, être l'arbitre pour nous amener à bon port. Mais force est de reconnaître qu'on a changé de locomotive en cours de route. Oui, vous avez changé de locomotive. Ils ont changé de locomotive. De locomotive en cours de route. Hein. Cette locomotive sans Issa Kaoudjima. Issa Kaoudjima, vous avez fait la prison. Qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon? Ça m'a agrandi. Votre passage en prison. Ça m'a agrandi. Ça m'a permis de comprendre que pour évoluer dans un système qui est comme le nôtre, je pense que le passage en prison est une école, certes douloureuse, mais je l'ai eu à dire à son temps, c'est mes opinions qui m'ont amené en prison. Et je pense que si cette opinion est réécoutée aujourd'hui, je suis malheureux de constater que l'État m'a donné raison. Parce que nous sommes dans l'impasse. Oui, parce que vous avez demandé au Mali de négocier avec la CEDEAO et la communauté, et de s'entendre avec la communauté internationale. Pour éviter ce qui nous est arrivé. Pour éviter les sanctions. Et malheureusement, non seulement nous avons subi les sanctions, on a été obligé de renégocier avec la CEDEAO et on est toujours dans un accord avec la CEDEAO. Donc, quel gâchis. Vous avez fait la prison pour vous, pour rien? Non, pas pour rien, parce que la lutte était pour le peuple. Il y en a qui sont morts pour cette lutte. Oui. Non, pour vos opinions, je vais dire. Oui, mais si nos opinions en tant que politiques nous amènent en prison, c'est là. Qu'est-ce qui explique que vous avez été incompris par votre propre camp? Parce que vous êtes 4e vice-président du CNT, Conseil national de transition. Mais comprenez-vous qu'avant même qu'on arrive au CNT, ou bien faire cette jonction avec le CNSP, mais nous étions d'abord M5. Et M5 aussi était hétéroclite. Et chacun obéissait à une logique. Il y a des politiques professionnels qui se positionnaient. C'est normal. Il y avait d'autres aussi qui étaient venus, ils soutenaient la lutte parce qu'elle était légitime. Et nous étions dans une situation où je ne vais pas revenir sur ça. Oui, à partir de quel moment votre tête a été mise à prix, par exemple? Mais ceux qui ont mis ma tête à prix, c'est ceux-là où vous devez poser cette question. Je ne le connais pas. Mais vous savez, quand on amène un homme politique en prison, c'est ceux qui ont la réalité du pouvoir. Oui, après vous êtes sorti, vous dites que désormais vous allez contrôler un peu votre discours parce que si vous débordez un tout petit peu, vous avez même dit qu'il y a un fameux article. Cela est derrière moi parce qu'aujourd'hui je pense que je n'ai plus peur de retourner. Vous allez dire désormais ce que je pense avec des termes appropriés. Vous n'allez plus vous auto-censurer? Non, pas du tout. Je ne m'étais même pas auto-censuré. Parce que vous avez dit aux gens, attention, il y a un fameux article, oui, les gens même parce disent, que article d'Obé, c'est vous? Non, parce que j'étais en sursis. Ok, ok. Donc, c'était une façon de respecter un peu la décision. Vous n'êtes plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Okay. Vous pouvez voyager sur Paris. Mais même là, même en allant cette fois-ci à Paris, pour vous dire qu'on est en train de basculer dans la dictature. C'est vrai que je suis allé à l'aéroport. J'ai mon visa, et comme tout temps, j'arrive à l'aéroport, je fais les formalités, on me fait asseoir et on téléphone d'en haut pour demander est-ce qu'on doit me laisser partir. J'ai fait 30 minutes et après on m'a laissé partir. Et au retour, quand je suis venu, ils ont pris mon passeport, ils ont procédé à la même logique, me faire asseoir et une vingtaine de minutes, ils m'ont remis mon passeport. Et tout ça veut dire qu'on est en train d'aller dans une logique
qui n'est pas bon, parce que ça n'honore pas un état de droit, ça n'honore pas la démocratie. Simple citoyen, même lambda, a fortiori, un leader politique, un leader d'opinion, un chef de parti politique qui n'a rien à se reprocher. Alors, surtout un homme d'État. Vous dites à un moment que vous êtes un homme d'État. C'était un lapsus. Je voulais dire que tout simplement, je suis un homme à État. Ok, d'accord. Donc vous avez corrigé ça entre-temps. Bon, vous savez, les gens, souvent, ils profitent des expressions. D'accord. Vous savez que j'aime bien la langue de Molière. Voilà. Autant vous aimez le parfum, vous aimez aussi la langue de... Et la gastronomie. La gastronomie française. Et j'ai ajouté aussi la littérature pour me former davantage. D'accord. On va dire après, en fin d'émission, on saura quel livre vous avez lu entre-temps pour vous former. On va essayer de faire le récap. Pas me former, peut-être que... Pour vous renforcer. Me renforcer. Pour vous renforcer. Oui. Et quand je venais tout de suite, je lisais le livre de l'accord d'Alger, qui a été fait par l'actuel Premier ministre. Donc, parce que je sais que le sujet va aller parler de ça. C'est pour dire que souvent, il faut les prendre au mot. D'accord. Oui, parlons toujours. Vous dites que nous sommes dans une dictature. En gestation. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Kaoudibi? Vous êtes dans l'émission. Mais écoutez, quand les magistrats eux-mêmes apportent ou portent et contestent une loi ou un décret devant la Cour constitutionnelle, on outrepasse pour prendre un décret et vous demandez à un homme politique, alors où allons-nous? Ça, c'est un exemple flagrant. Voilà, donc vraiment, je pense que... C'est le seul exemple que vous pouvez donner. Non, tant d'autres. Voilà, tant d'autres. Et si, en dehors de ça, et quand vous allez voir dans un pays des revendications légitimes, qui ne sont même pas des revendications, c'est loi, l'article 39, aujourd'hui, est mis entre parenthèses. Personne ne peut en parler. Au-delà de ça, on va vous chercher d'autres mots pour vous amener là où personne ne souhaite aller. Donc ça, c'est terrible. Et donc, pour ça, tout le monde ne peut pas se coucher. À un moment donné, il faut que nous acceptons, si c'est le prix, c'est de retourner au MCA, de défendre nos idées. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la transition, la refondation, on parle de Malikoura, ces notions-là, est-ce que ça vous parle? Oh, vous savez, c'est des expressions pour mobiliser. C'est lui-même qui a parlé de Malikoura chez Omar Sissoko, où il est avec cette transition. Parce que l'expression Malikoura vient du MK. C'est Omar Sissoko. Moi, je n'aime pas la récupération politicienne. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire les choses exactement comment ça s'est passé. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il est hors de ce Malikoura. Mais pendant même qu'il est le moi, concepteur. je pense que est-ce qu'on est même arrivé à maintenir le Mali qu'on connaissait? Non seulement on a perdu le Mali qu'on connaissait, et on n'arrive pas à trouver vraiment la voie pour arriver à bon port. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais, on était entre le doute et l'espoir. Maintenant, on est entre le doute et le désespoir. Vous dites qu'on est entre le doute et le désespoir, mais certains disent aujourd'hui que le Mali n'a jamais été autant mieux géré et que cette transition est populaire, elle est même légitime, elle jouit d'une grande légitimité. Ça vous fait sourire? Écoutez, on manipule la masse laborieuse, on fait de la communication. La gestion, c'est le bilan. Donnez-moi un seul secteur où il y a eu des avancées. Ça n'existe pas. En dehors de dire, comme j'ai entendu le Premier ministre dire qu'ils ont pu chasser des ambassadeurs en une année, ils ont pu fermer la télé et la radio d'un pays, ils sont allés défier la communauté internationale en une année, qui pouvait espérer mieux? C'est ça, c'est un bilan, ça. Moi, j'aurais été heureux de me dire qu'on peut, de Bamako à Ségou, à Mopti, Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal, partout, aller librement, alors, et en toute quiétude, et dire que les écoles qui ont été fermées ont été réouvertes, là où l'administration a déserté est revenue, et qu'aujourd'hui, vraiment, on est dans le processus de chronogramme qui a été validé avec la CEDEAO, et que tout le monde est prêt pour aller à des élections, que l'armée retourne à sa mission, qui est la défense du territoire et la protection des personnes et leurs biens, et que le peuple, en toute souveraineté, choisit des hommes et des femmes pour gérer démocratiquement le pays, qu'on retourne à la République. Et tel n'est pas le cas. Donc pour vous, c'est ça le vrai bilan que le Premier ministre doit dresser? Mais il n'y en a pas. Oui. Le seul bilan que je connais, c'est ce que je sais, entretenir, ou comment on appelle ça, créer des crises ou entretenir des crises. Je ne vois pas de bilan.
Oui, quand on dit que l'armée monte en puissance, qu'il y a eu quand même l'acquisition de nouveaux matériels de guerre, tout ça pour vous, ce n'est pas un bilan sur le domaine sécuritaire, Kaoudji? Vous savez, c'est comme un chef de famille qui veut construire une maison, qui dit j'ai payé du ciment, j'ai payé des fer, mais j'attends le maçon pour commencer la construction. Alors, moi je pense que je veux bien, l'armée c'est tout le monde, nous sommes tous armés, je veux bien qu'on me dise que de 2020, du 18 2020, à nos jours, il y avait plus de 1000 écoles qui ont été fermées. On a pu rouvrir 500 écoles. Oui. Il y avait des endroits où l'administration n'existait pas. Elle existe bel et bien. Oui. Il y avait des déplacés vraiment qui sont dans les pays limitrophes, nos pays frères comme le Niger, l'Algérie, la Mauritanie sont retournés chez eux et qui vivent en toute quiétude. Vraiment, je l'ai accepté qu'il y a eu des avancées. Mais si c'est pour prendre de l'argent, aller payer des matériels militaires, tant mieux. Mais l'objectif de payer un matériel, c'est pour ramener la paix. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'opinion publique aujourd'hui est du côté de ce pouvoir que vous êtes en train de dénoncer? Non, est-ce que vous n'avez pas l'impression? J'ai dit l'impression. Il y avait l'impression, c'est à ce moment que je me suis tué. Mais aujourd'hui, vous savez, les gens... Qu'est-ce qui a changé? Mais c'est pas changé, les choses ont évolué d'une façon défavorable aux acteurs de la transition qui veulent confisquer le pouvoir en réalité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il ne peut pas respecter le chronogramme des élections. On va en parler. De deux, ils sont obligés de satisfaire, en tout cas, l'accord que eux-mêmes, en toute souveraineté, comme il se plaît à dire, alors avec la CEDEAO, ils ont sorti eux-mêmes le chronogramme, que ça a été un chronogramme qui a été validé par les Maliens. Et tout le monde sait de bonne foi qu'on ne peut pas faire des élections. Donc si on ne peut pas faire seulement le référendum ou même des élections, toutes les élections. Mais tout est lié. Parce qu'eux-mêmes, ils ont amené un référendum qui ne sont pas légitimes à le faire. Et donc, en dehors de ça, ce qu'on les attend, c'est des élections civiles. Voilà. Maintenant, la question de faire une nouvelle constitution ou pas, pour moi, ce n'est pas le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est que les militaires retournent aux casernes et qu'il y ait des élections civiles, des présidents démocratiquement élus, une assemblée régulière. Mais pourquoi vous êtes pressé que les militaires partent et regagnent les casernes? C'est vous-même, vous aviez demandé ouvertement, publiquement, la candidature du président, le colonel Assimi Goïta. Il était vice-président à l'époque quand je le disais. Moi, je suis très cohérent. J'ai dit que c'était l'homme de la solution. Et que pour moi, il peut résoudre le problème. Mais à partir du moment qu'il y a eu un deuxième, en tout cas, bon, pour moi, je n'avais même pas du coup d'État. Parce que vous avez dit que c'était un processus de redressement. Mais bien sûr, c'était votre moi expression. Je suis très cohérent. Vous vous rappelez quand même de l'expression. Mais bien sûr, j'ai cru à ce Vous avez dit que c'est un processus de redressement. Oui, parce que ce qui m'a été dit... Comment de ce processus on s'est retrouvé au désespoir? Parce que cette transition nous a appris quelque chose que tout bon Malien doit vérifier. Ils font ce qu'ils ne disent pas et ils disent ce qu'ils ne font pas. Et donc, pour quelqu'un qui boit du lait, elle doit quand même tirer les conséquences. Oui, Issa Kaoudjima. Donc pour vous, on ne peut pas faire des élections. Et si on n'arrive pas à faire les élections aux dates indiquées, qu'est-ce qu'il faut créer? Que Dieu nous en garde. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus d'arguments. La classe politique est à fond. Non, mais on a garde un silence assourdissant jusque-là sur l'état de la nation. Non, écoutez. Oui. La classe politique, on l'a mis dans une situation où elle ne peut pas faire grand-chose. Parce que tout simplement, on a contribué à discréditer. Certains qui ont des comptes à rendre ont des épées de Damoclès sur leur tête. S'ils ne sont pas d'accord, s'ils sont d'accord, on fait taire leur dossier. Et ceux qui n'ont rien à se reprocher ont le choix, soit le MCA, et soit tout simplement la fuite. L'exil, oui. Donc, et vous pensez que c'est avec ça qu'on va faire la démocratie? Vous avez parlé de notre jeune démocratie. Non, on est dans une situation de déni de démocratie qu'il ne faut pas accepter. Mais comme moi j'insiste toujours, j'ai comme l'impression que le peuple malien aujourd'hui est pour ses dirigeants. Mais qui est le peuple malien? C'est le peuple malien, pour connaître que le peuple malien est d'accord ou pas, il faut aller aux élections. C'est le seul baromètre légitime. Si on peut prendre les armes, dire que je suis le président, je reste, est-ce qu'on donne d'autres choix aux citoyens alors de faire son vote? Non. Parce qu'aujourd'hui... Est-ce que vous êtes favorable à une candidature? Parce que il faut qu'on dise quelque chose. Ces militaires ne sont pas sortis comme en Guinée, sortis seulement un dimanche, prendre le pouvoir. C'est consécutif à la lutte du M5 que nous étions. Et qu'eux-mêmes sont venus dire qu'ils n'ont pas achevé. Donc il faut qu'on ait le courage de dire les choses
telles qu'elles se sont passées. Aujourd'hui, ils ont eu le temps d'avoir la réalité du pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, mais cela ne leur donne pas la légitimité des urnes. Est-ce que vous êtes favorable à une candidature de Assimi ou des militaires pour la future présidentielle? Si on accepte la candidature d'Assimi, ça va faire jurisprudence. Ça veut dire que l'espace CEDEAO, tout militaire peut prendre le coup d'État, et le pouvoir, faire un coup d'État, après il va, comment on appelle ça, habiller des soi-disant élections. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver des CEDEAO, des chefs d'État militaires. Et ça n'est fini pour la démocratie. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, concrètement? Parce qu'à un moment, on se rappelle, vous avez demandé à sortir le 25 ou je ne sais pas, vous avez donné une date à partir de laquelle vous ne reconnaissez plus les autorités légitimes qui sont mais entre-temps, autorités... vous savez, moi je suis républicain. Okay. Entre-temps, les autorités ont trouvé un accord avec la CEDEAO. D'accord. Et de deux, j'ai dit à un moment, je n'étais pas compris. Oui. Et quand vous n'êtes pas compris, le silence aussi est une expression politique. Parce qu'on a manipulé le peuple le 14 janvier en disant que c'est des sanctions inhumaines, injustes, que sais-je encore, et sans dire les pourquoi. Parce qu'en réalité, la CEDEAO n'a même pas sanctionné le Mali. C'est le Mali qui a refusé d'accepter son propre engagement. Les propos existent. Je n'invente absolument rien. Alors donc, il faut qu'une fois qu'on accepte de respecter le peuple malien, parce que c'est un peuple, même s'il ne parle pas la langue de Molière, mais ce peuple quand même a la capacité de discernement. D'accord. Si on n'arrive pas, j'insiste toujours sur la question, si on n'arrive pas à faire les élections, mais que Dieu nous encadre. Quelle alternative? Est-ce qu'on peut faire une prolongation? Parce qu'on a déjà accordé une première prolongation. Mais une première prolongation, c'est ce que j'avais dit qui m'a valu la prison. J'ai eu à dire que ceux qui sont d'accord avec le président de transition, ceux qui ne le sont pas, et que de toutes les façons, j'avais dit à l'une des chaînes que Kourane Hayaté, et que de toutes les façons, ce n'est pas la prolongation de la transition qui posera problème, mais cela doit se faire en accord avec tous les acteurs concernés pour nous éviter vraiment de se mettre en porte-à-faux avec la communauté internationale, parce que nous-mêmes, juridiquement, on a signé des conventions, on a ratifié des textes qui nous obligent à respecter, et que ces lois-là sont supérieures à notre constitution. C'est toujours votre position, la position est républicaine du calendrier électoral. Mais c'est ça la légalité. Le retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est ce qu'ils ont aujourd'hui comme légalité, c'est le respect de la durée de la transition. En dehors de ça, peut-être c'est pas après les assises, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont parler encore, s'ils vont nous amener à l'avis de Poutine, je ne sais pas. Il y a eu des assises, les ANR, les assises nationales pour la refondation, après, qui ont demandé... Ça a été juste un astuce pour justifier ce qu'ils voulaient faire. Sinon... Est-ce que pour vous, deuxième assise aussi, Mais ils n'ont pas la légitimité, c'est ça la question. Un régime démocratiquement élu est légitime à faire des réformes sans même demander l'avis de qui que ce soit. Parce que mandatés par le peuple, ils ne sont pas mandatés par le peuple, ils ont des armes. C'est tout. C'est tout, c'est les armes. C'est ça la différence. Parce que nous sommes des civils, on n'a pas des armes, et ils ont des armes, ils imposent ce qu'ils veulent. Mais pour combien de temps? Oui, Issa Oudjima, on va regarder cette image et juste on va commenter cette image. Et je pense que vous étiez avec le Premier ministre lors de sa prise de fonction. Image. Oui. C'était une belle image, ça. Vous vous rappelez du contexte? Moi, bien sûr. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème de personne. Ce n'est pas une question d'ego ou bien de ressentiment ou bien vraiment une question de chapelle. Je connais bien Choguel, comme Choguel me connaît. J'ai eu à dire que c'est l'une des personnes vraiment très réfléchies, très politiques. Ben, j'ai réussi à dénoncer certaines démarches qui étaient politiques. D'être d'accord avec moi ou pas pouvait se gérer politiquement. Moi, je connais Choguel comme il me connaît, mais étant Premier ministre, il était dans son rôle. Moi, en tant que membre du CNT, j'étais dans mon rôle de contester. Mais bon, j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas la formule que je comprenais, parce que pour moi, un Premier ministre est le chef du gouvernement, mais un membre du CNT doit avoir cette capacité, parce que ce que les gens oublient, même l'intervention, bon, je ne vais pas revenir sur ça, que j'ai fait, qui m'ont destitué, mis en prison, je ne l'ai pas dit en tant que membre du CNT, je l'ai dit en tant que chef de parti politique. Donc si un chef de parti politique ne peut pas donner son opinion sur une question alors d'intérêt national,
je pense que c'est une dictature qui est en gestation. Et je pense que l'État m'a donné raison. Parce qu'aujourd'hui, où vous vous couchez, alors où vous allez faire ce qu'ils veulent, ou tout simplement, voilà, c'est tous les moyens possibles pour vous faire taire. Et donc ça ne peut pas continuer. Okay. Est-ce que Kaoudim, ce soir, est un homme libre qui va revendiquer sa liberté de parole et d'acte? Non, je n'ai jamais cessé cette liberté. Ce n'est pas eux qui me l'ont donnée. J'ai estimé qu'à un moment donné, au nom de ce peuple que nous prétendons tous agir pour l'intérêt de ce peuple, oui. Si vous êtes mal compris ou on pense que vous n'avez pas raison, je pense que la sagesse vous demande de vous taire. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je pense que le peuple a compris dans sa grande majorité qu'il faut arrêter cette transition par la forme républicaine des élections démocratiques et que les militaires retournent au front. C'est très simple. Oui, donc vous êtes précis, j'insiste toujours, hein, vous n'êtes pas pour un régime militaire, non? Bon, vous êtes démocrate? Moi, j'ai vécu des régimes militaires ici. Okay. On ne me l'a pas raconté. Moussa Traoré était venu, il a parlé de 6 mois oui. Avec le CMLN. Beaucoup de gens ne connaissent même pas ça veut dire CMLN. CMLN, c'est le Comité militaire de libération nationale. Oui. Mais Moussa Traoré est resté pendant 23 ans avec 2 régimes. Okay. Il a fait 10 ans sans constitution. Je dis bien sans constitution, sans parti politique. Oui. De 68 en 79. Oui. Il a créé l'IDP, un parti unique, oui. Jusqu'à l'avènement de la démocratie. Oui. Donc aujourd'hui, oui. La parole de CNSP, oui. Pour nous, ce qui est important, c'est ce que j'ai dit. Ils font ce qu'ils ne disent pas et ils disent ce qu'ils ne font pas. D'accord. Oui. Le Premier ministre Choguel Maïga, après le retour forcé, après son retour du repos forcé, j'ai dit retour forcé, après c'est lapsus, hein, après son repos forcé, il est encore Premier ministre. Quel est aujourd'hui Choguel phase 2? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai aucun problème avec lui en tant que Choguel, mais en tant que Premier ministre, je crois que son bilan est négatif. Parce que non seulement il n'a pas pu fédérer les Maliens pour que la transition soit une fête, pour que la transition soit le bébé de tout le monde, et deuxièmement, quoi que l'on dise, l'insécurité prend des proportions vraiment inquiétante. Et troisièmement, le tissu économique est à lambeaux. Quatrièmement, on est dans l'impasse politique. Alors, que voulez-vous? Sauf dire que nous avons chassé des ambassadeurs, nous avons fermé la télé et la radio d'un pays, et en oubliant que même ce pays-là, on joue ici le PMI, ils n'ont qu'à fermer aussi les images aussi de PMI Mali. C'est très simple. Oui, Issa Kaoudiba, et parlons toujours le bilan de la transition. Parlons-en un mot. Mais il est négatif. Ce bilan est négatif, à tout point de vue. Je suis peiné, écœuré de le dire. Il est négatif, le bilan. Donc, la seule chose que cette transition peut faire pour se ressaisir, oui. C'est vraiment tout faire en accord avec nos partenaires, en accord avec la classe politique, avec les acteurs de la société civile, oui. Pour qu'on puisse faire des élections et qu'eux là, oui. Ils retournent au front. D'accord, on va parler un mot de politique étrangère. Hein. La visite du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au Mali, c'est-à-dire aujourd'hui que l'axe Moscou-Bamako se renforce. Est-ce que c'est au grand bonheur des Maliens ou des 2 pays? Les propos du Premier ministre Abdoulaye Diop m'a fait pitié. Pitié? Pitié. Un diplomate de son rang, oui. S'exprime comme si on était à la place de l'indépendance. Pourtant, il n'a jamais participé aux manifestations. Pourtant, je rappelle aux Maliens, oui. C'est lui, on était avec lui, avec Ibrahim Boubacar Keïta. Oui. À l'époque, lui, il était le ministre des Affaires étrangères. Oui. Paix à son âme, Modibo Keïta était le Premier ministre. Choguel était porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication. Okay. Quand on signait l'accord d'Alger. De bout en bout, du début à la fin, c'est lui qui était au processus d'accord. L'accord d'Alger. Abdoulaye Diop, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Donc c'est lui qui était... Mais c'est lui qui a signé... L'accord d'Alger, c'est lui. C'est lui qui était là en tant que chef de délégation, même s'il y avait le haut représentant du président de la République. D'accord. Pourquoi il nous fait pitié? Mais il fait pitié parce que pour un diplomate, je pense qu'il faut voir, comme disent les footballeurs, le VAR. Mais vous ne pouvez pas être cheveux ouvrière d'un accord et venir dire que cet accord-là est consécutif à ceci, cela. Alors disant que ça a été fabriqué par certains pays et que pourquoi son temps il n'a pas démissionné? S'il était en harmonie
avec sa conscience. Et aujourd'hui, il devient plus... je ne veux pas aller juste là. Maintenant... il se radicalise, il devient... Bon, il ne se radicalise pas, il se fait remarquer aux militaires, peut-être qu'il lui aussi espère, voilà, autre chose. Mais je me dis, vraiment, à un moment donné, il faut qu'on joue dans la cour des grands. Parce que la Russie ne pourra rien nous apporter. On a vu, même Sergueï a dit quoi? Il a dit qu'il s'inscrit dans la logique d'accompagner le Mali à l'application de l'accord d'Alger. Donc, ça veut dire quoi? La Russie va continuer à envoyer des vivres au Mali. Hein, bon, vivre dans le cadre aussi des systèmes des Nations Unies, il a dit. Ça veut dire qu'il faut que les gens raisonnent. La Russie, en réalité, son problème, ce n'est pas nous. La Russie est en train de chercher à gagner le terrain perdu par rapport aux États-Unis, par rapport au reste de l'Europe et du monde, parce que tout simplement l'Union soviétique est tombée, a été vaincue par l'Occident. Et donc la Russie essaye tout simplement de profiter des difficultés de l'Occident pour essayer peut-être de se positionner diplomatiquement, mais pas autre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de souveraineté retrouvée, ça me fait rire. Parce que souveraineté retrouvée, ça veut dire qu'on avait perdu. Et si on l'a perdu, alors qu'est-ce qu'on a retrouvé? Parce que si c'est la langue, on continue à parler de la langue de Molière. Et si c'est la monnaie, c'est cette monnaie-là rimée à l'euro, et que c'est la France qui est garant de cette monnaie. Et si c'est l'économie, toutes nos banques sont des banques qui sont des banques capitalisées à l'Occident. Alors finalement, je me pose la question, quand tous les Maliens qui vont aller chercher de l'argent dans la diaspora, si vous les voyez dans les ambassades dans les pays européens, si ce n'est pas Schengen, c'est les États-Unis. Personne ne va aller à l'ambassade de Russie pour chercher un visa. Donc il faut que les gens raisonnent à un moment donné, vraiment de voir l'ensemble des problèmes et aller à la solution. La solution pour les Maliens aujourd'hui... On va parler des solutions. Voilà. On va parler des solutions. Mais d'accord, parlons de l'accord d'Alger. Aujourd'hui, Kidal est en ébullition, et le ton monte. L'équation Kidal, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'accord d'Alger est en danger? Vous savez, permettez-moi de me donner juste 3 minutes. Rapidement, oui. Très rapidement. Oui. Les gens ne connaissent pas l'histoire du problème du Nord. D'accord. Pendant la colonisation, il y a eu ce qu'on appelle l'accord de Bourem. Je pense, si j'ai bonne mémoire, c'était en 1907, qui donnait une sorte d'autonomie dans ces zones. Pendant la colonisation, les Occidentaux, la France avait fait deux politiques, l'indigénat direct vers le sud, et ils avaient une certaine forme d'autonomie où ils avaient indirectement, ils exerçaient en tout cas la colonisation. Et ça, c'est un fait. Maintenant, en 62, quand Modibo, parce que les gens pensent que Modibo a choisi l'option socialisme de bonne foi, non, Modibo a voulu la fédération avec le Sénégal. Quand ça n'a pas marché, il est venu, tout simplement, et il a opté pour le socialisme. Donc le socialisme, il y avait une guerre froide. Le socialisme, c'était l'Union soviétique. Il y avait un autre bloc après la conférence de Bandung, qui était les non-alignés, que Yougoslavie, avec Tito, est devenu le champion. Mais l'Occident est resté dans sa logique. Bon, donc le Mali, en 62, a demandé le départ de la France, l'armée française, a créé le franc malien. Mais ce même Mali, c'est le Modibo qui a créé l'accord, même si ce n'est pas votre question. Mais en 62, quand il y a eu la révolte des Touaregs, Modibo qui a envoyé Dibi Silas, le capitaine Dibi Silas, l'expression qui a été utilisée, je ne veux pas jusqu'à aller là, mais d'aller rétablir l'ordre. Il y a eu quand même des choses que je ne vais pas les dire. Mais en 62, 63, il y a eu des massacres, oui. Il y a eu vraiment beaucoup d'exécutions. Oui. Et puis après, quand Modibo est tombé, Moussa Traoré a rétabli. C'est une société quand même aristocratisée, féodale. Et donc Moussa a libéré les opposants, les prisonniers, et a rétabli ce qui était en tout cas comme la forme qui existait bien avant l'indépendance. Il y a eu la paix dans cette région, mais la région est restée militarisée pendant tout ce temps, parce que pour la mémoire des gens, Taoudéni, c'était la baille, c'était les prisons terribles pour tout opposant ou tout homme politique ou tout, en tout cas, etc. etc. Oui. Mais quand Moussa Traoré est venu, et quand on lui a demandé de faire l'ouverture politique, ce refus a été concomitamment lié au problème Touareg, et qui a eu les accords de Tamanrasset. Moussa Traoré est tombé entre-temps et a été à gérer une la période de transition. Oui. Alpha est venu à parler des expressions que je vais taire, mais qui a eu quand même l'initiative
de faire en sorte qu'on puisse avoir un accord, ce qu'on appelle vraiment comment on appelait ça? La flamme de la paix. Non, aussi. la flamme de la paix, mais il y avait une autre expression, il y a eu la conférence nationale, c'est pas... La conférence nationale souveraine. Non, il y a eu une autre expression qui a abouti à ça. Bref, donc il a géré pendant ces 10 ans, mais ce qui a été symbolique, c'est flamme de paix. Mais après ATT, Ibeka est venu, on a trouvé l'accord de Ouaga. Mais qu'est-ce qui a fait que l'accord de Ouaga n'a pas marché? Parce que l'accord de Ouaga, quand Ibrahim Boubacar Keïta a été élu, il a tenu des discours, il voulait régler à sa façon, et malheureusement, quand Moussa Mara est parti, tout a dégénéré, et on s'est retrouvé avec l'accord d'Alger. Mais on avait perdu. Quand on a perdu, on a fait appel à la Mauritanie, on a fait appel à l'Algérie, et pour la première fois dans tous les accords, avec la rébellion Touareg, jusqu'à ce que les indépendantistes et d'autres djihadistes se mêlent, c'était entre nous un pays facilitateur qui était l'Algérie. Mais cette fois-ci, l'accord d'Alger, c'est la communauté internationale, c'est les Nations Unies, c'est tout le monde. Donc c'est avec l'État malien. Et tout le monde dit d'appliquer l'accord d'Alger. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de créer les conditions d'un dialogue vrai. Ce qui est faisable de le faire, ce qui ne peut pas être fait, de le montrer à nos partenaires, à nos frères Touaregs. Il y a des Donc choses... pour vous, aujourd'hui, la solution n'est pas militaire. Non, elle ne peut pas être militaire. Parce que je vous ai parlé de la colonisation, de 62, 63, de l'accord de Tamanrasset, d'accord d'Alger, flamme de la paix, l'accord de Ouaga, jusqu'à ce qu'on est rentré dans l'accord d'Alger. Le problème est là. Donc c'est une question de confiance mutuelle. Et aussi... Mais on a vu que Kidal, hein, toutes les crises au Mali sont parties de Kidal, par exemple. C'est ce qu'on veut faire croire aux gens. Il y a eu Asakova Assou. Non, je crois qu'il faut que les gens comprennent. L'option socialiste de Modibo Keïta a été le point de départ de toutes les crises. Parce que ce n'est pas un système à nous, comme la même manière on est en train de dire que la colonisation, néocolonialisme, mais le socialisme scientifique que Modibo a mené là, ce n'est pas culturel, ça ne se reflète pas de Kourgan-Fouka. Que les amis de Modibo acceptent ça. Modibo a fait des choses qu'on peut apprécier, mais Modibo a fait des choses qui sont atroces. Il faut reconnaître, par exemple, les assassinats politiques, les Amadoun Duko et puis les filles d'Abo et autres là. Mais il ne faut pas, parce que dans ce pays-là, tout le monde a eu à fauter. Tous les régimes ont fauté. On fauté. Donc il est bon qu'on arrive vraiment à la concorde, à la réconciliation et vraiment trouver notre propre voie. Oui, trouver notre propre voie. Kidal, est-ce qu'aujourd'hui, Kidal, la question de Kidal, comment il faut gérer ça? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Parce que vous avez parlé à un moment d'inquiétude sur le volet. Est-ce que ce dossier... C'est des Maliens comme nous. Ils ont la spécificité. On a parlé d'un peuple mosaïque. On ne peut pas gérer la même manière Nyoro du Sahel comme Taoudén ou Kidal. Et donc il faut qu'on tienne compte de l'évolution, de la situation. Mais il y a des choses qui quand même, bien qu'il y a des choses dans l'accord, qui est inacceptable à tout point de vue, mais il faut reconnaître que ce qui a été dit dans le préambule doit être la base de toute discussion. C'est-à-dire que l'État malien reste indivisible, son caractère républicain et laïque, donc ne peut pas être contesté. À partir de ce moment, il y a des dispositions dans l'accord qu'il faut reconnaître que posent problème. Mais je pense que c'est en dialoguant. Pour voir, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Vous privilégiez le dialogue. Dans ce dossier de Kidal qui oppose l'État malien à Kidal. À nos frères. À nos frères de Kidal. Nous allons donner maintenant la... Concrètement, j'étais un défenseur implacable et je me retourne contre cette transition. Apparemment, est-ce que c'est cohérent? Non. Je pense que si on suit la chronologie, on doit comprendre que j'ai dit à l'entame que de bonne foi je me suis trompé et qu'il faut toujours soutenir la réussite de la transition. De mon point de vue, la réussite de la transition, c'est vraiment aller à la fin de cette transition, pas des élections civiles, j'insiste, pas des élections civiles. Donc, à ce chapitre-là, je pense que déjà, je contribue à jouer ma partition pour que les militaires retournent aux casernes et s'occuper de leur mission, qui est la défense du pays et la protection des personnes et leurs biens. Maintenant, la proposition concrète, je crois que celle-là est une proposition concrète. Quelqu'un a dit que long silence, perdu, pourquoi décider maintenant de revenir? Je l'avais dit aussi, j'ai dit, à un moment donné, si vous êtes mal compris, ou on fait tout pour vous rendre inaudible, il faut se taire. Ça aussi, c'est une expression politique, bien qu'il y a ce épée de Damoclès, parce qu'à un moment donné, j'étais à une période de sursis, et donc il ne fallait pas leur donner un prétexte. Et ceci étant fini, j'ai eu le temps de comprendre aujourd'hui
que l'opinion est entre le doute et le désespoir. Donc pour nous, je crois que c'est le bon moment d'être dans une logique, parce que seule personne ne pourra vraiment arrêter cette démarche qui, il faut le dire, appeler le chat par son nom, parce que c'est une dictature qui est en gestation. Il faut que les forces républicaines et démocratiques se mettent ensemble, pas pour contester, mais vraiment d'avoir un plan qui n'est pas conjoncturel, parce que moi je ne vais jamais me mettre encore dans un regroupement conjoncturel, mais vraiment une organisation, ou en tout cas un mouvement d'ensemble qui est dans une logique de retour à l'ordre constitutionnel avec des élections civiles, et que les militaires retournent dans leur caserne. Parce qu'ils ne l'ont pas dit, mais tous les signaux sont là. Pour vous, c'est la condition pour une transition reçue. Mais bien sûr, parce que si... Vous dites qu'ils n'ont pas dit quoi? Mais ils ne l'ont pas dit, mais tous les signaux sont là, qu'ils veulent garder le pouvoir en essayant eux-mêmes d'être des candidats potentiels. Ils ne l'ont pas dit, mais tous les signaux sont là. Ils ne sont pas naïfs, parce que nous savons comment ils procèdent. Vous allez les soutenir? Les soutenir, ça veut dire que c'est se retourner contre mes propres convictions. Moi, je les ai soutenus pour être des bons arbitres. Vous allez les combattre? Les combattre, non, mais les aider à partir. Ok, d'accord. Issa Kaoudjima, nous allons justement regarder cet élément du M5 RFP qui devient le M5 RFP. C'était un ancien élément, et c'était à l'époque des 2 ans de l'anniversaire du M5 RFP, le film des événements avec notre reporter. La lutte unie, le pouvoir divise. Quel gâchis. Ce sont les mots, les derniers mots de notre reporter Arnaud Salia. C'est la triste réalité. Parce ça vous fait verser des larmes, ces petites choses. Bon, moi je pense que c'est le CNSP qui en réalité n'a pas joué son rôle d'arbitre. Parce que, comme l'a dit, j'ai eu raison très tôt, ils pouvaient être des bons arbitres, parce qu'ils viennent d'un corps qui est neutre, et qui est un corps qui a mission de défendre le pays, et aussi d'aider à protéger les institutions. Et même sont venus, ils ont dit qu'ils sont venus parachever la lutte. Donc j'ai vu à eux, même si le contexte était différent, à une sorte de Amadou Toumani Touré, paix à son âme, qui était venu, qui a aidé le mouvement démocratique à son temps, et pour organiser des élections, et puis partir par la grande porte, et puis il est revenu quand le peuple l'a réclamé. Je pensais que cette école-là pouvait être rééditée, mais malheureusement, je pense qu'on est venu avec, on a changé la locomotive en cours de route, et puis bon, on veut nous amener à la poutinisation du pays, et qui malheureusement ne marchera pas. Oui, ici on doit donner un titre, c'est-à-dire de cette transition depuis le 18 août jusqu'à aujourd'hui, le titre, si on doit faire le film des événements, quel titre choisirez-vous? Je dirais tout simplement que le M5 doit reconnaître, faire son mea culpa, et que la lutte, comme l'a dit, unie, le pouvoir divise. Mais je pense que c'est le CNSP, en réalité, qui n'a pas joué son rôle d'arbitre pour mettre tout le monde d'accord. Parce que quoi que l'on dise... Est-ce que vous pouvez dire que le CNSP a trahi? Non, je ne vais pas jusqu'à dire trahir, le mot est fort, mais ils n'ont pas joué leur rôle. Parce que leur rôle, ce n'est pas de confisquer le pouvoir ou de rester au pouvoir. Leur rôle, c'était de créer les conditions d'un retour républicain avec des institutions fortes, des élections reçues, et permettre aussi à nos forces armées de sécurité, comme ils sont en train, en tout cas tant bien que mal, d'essayer de le faire, alors de donner des capacités de réponse à une guerre qui n'est pas seulement militaire, j'ai toujours l'habitude de dire, mais il ne faut pas quand même s'installer dans des crises sans fin pour justifier tout le temps la prolongation de la transition, parce que plus la transition est longue, plus tous les risques sont possibles, et donc il faut tout faire pour qu'on ne replonge pas dans une autre crise. Et il faut tout faire pour qu'il y ait je dis bien, des élections civiles. Parce que ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas dit, mais il ne faut pas qu'ils le tentent, parce que ce ne serait pas bon pour le pays. Ok. Issa Kaoudjima, on va vous demander les nouvelles de votre beau-père, l'imam Diko. Et selon nos informations, lors de son retour de l'Arabie Saoudite, vous avez été le rendre visite. C'était déjà bien, c'est un pas d'apaisement déjà, Issa Kaoudjima. Vous êtes bien informé. Oui, nous sommes journalistes. Non, vous savez, les gens... J'étais très content de vous retrouver. Oui, les gens font souvent de l'exagération. Nous sommes dans un pays où certains rôles ne peuvent pas changer, entre le maître et l'élève, entre le guide et le talibé, mais aussi des liens sociaux, contrairement à ce que beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Moi, je pense que ce n'était pas
quelque chose de conjoncturel, Oui. mais bon, l'histoire a voulu qu'à un moment donné, Oui. qu'il y a eu des incompréhensions sur des sujets. Et je l'ai dit, pour moi aujourd'hui, c'est d'être humble, Oui. d'aller vers tout le monde, de changer, comme dirait l'autre, de paradigme et de narrative, mais pas dans le sens de poutiniser mes expressions, mais vraiment de revenir. Donc, ce soir, vous êtes venu avec une autre expression, poutiniser. Mais écoutez, c'est tellement que aussi les réseaux sociaux, les gens vont prendre cette mais expression. c'est ce qu'ils veulent, alors qu'il faut malianiser vraiment notre démarche, qui est faite de pardon, d'humilité, de sagesse, et puis aussi de retenue, pour que tout le monde puisse jouer sa partition dans un esprit de convivialité, et puis de mettre les égos, les rancœurs de côté, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble, et mieux vivre vaut mieux que se déchirer inutilement. Je pense que c'est le salut. Comment vous avez suivi son cortège, le cortège de l'imam Mahmoud Dicko qui a été gazé? Comment il a apprécié ça? Bon, moi je pense qu'on lui a rendu un service. Parce que quand un régime en difficulté ne sait pas quoi faire, parce qu'il n'y avait pas de raison. Parce que plus on se justifie, plus c'est un problème. Moi, je pensais que ça n'en valait pas la peine. On l'a rendu service. Oui, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Si vous devez parler directement, les autorités de la transition nous regardent ce soir. Si votre mot, les Maliens aussi nous regardent, c'est quoi le message, le dernier mot de Issa Kaoudim face caméra? Je dirais au président de transition de se ressaisir pour l'intérêt du Mali et des Maliens. Il disait, je le cite, s'il échoue, c'est l'échec de la jeunesse. Je pense que s'il échoue, c'est l'échec du Mali. Il ne faut pas qu'il échoue. Et qu'il doit mesurer tous les aspects de la crise et de prendre la bonne décision. La bonne décision, c'est d'accepter l'organisation des élections générales, civiles, et qui retourne à sa vocation qu'il a choisie, c'est de défendre le Mali, c'est de défendre les populations et leurs biens, et de laisser le champ politique aux hommes politiques, et laisser le peuple malien démocratiquement de choisir son président, ses députés, ses élus, et pour que le Mali puisse avancer. Moi, si je dois me permettre de donner un avis, ce n'est même pas dire que... Non, je pense que c'est ce qui est bon pour notre pays. Et je pense que tout autre discours, c'est vraiment aller dans le mur qui n'est pas bon pour notre pays. Ok, merci Issa Kaoudim. C'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Votre parfum, j'avoue qu'il est de qualité, je le sens depuis ma position, mais seulement que les téléspectateurs ne le sentent pas, c'est très loin d'eux. Voilà. C'est promis que quand je retournerai, je vous enverrai. Merci Issa Kaoudim, venez ici quand vous le voulez, vous êtes chez vous. Merci. Je vous en prie. Permettez-moi juste un mot. Je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent à travers la toile, les réseaux sociaux. Un mot sur Djoliba, par exemple. Bon, Djoliba, pour moi, cette référence n'est pas usurpation, parce qu'aujourd'hui, vous faites la fierté des médias au-delà du Mali. C'est ce que nous demandons, que les médias soient au service de l'inclusivité et non être vraiment affidés au pouvoir, parce que ça n'honore pas la profession. Donc vous voulez dire un mot? Le mot, c'était juste de dire que nous sommes tous des Maliens. Il n'y a pas de vainqueurs et de vaincus. Je pense que le plus important, c'est d'essayer de créer les conditions fraternelles, de rassemblement, de la concorde, pour que notre pays puisse sortir de cette crise qui n'a que trop duré.